Y a de la chiasse dans toute la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est tout de suite dans ce putain de botch actu de merde là. Et on commence forcément avec le gros trailer du moment, celui bien sûr de Star Wars. Ah merde, attendez. C'est vrai qu'il y avait aussi Thor 3 niveau trailer balèze. Hein, j'ai un peu la flemme d'en parler. Bon, on va faire ça vite fait. Thor 3 ou Thor Ragnarok, c'est un gars blond avec un gros marteau. Son gros marteau, il se fait casser par Kate Blanchett. Et ouais, Bricoman, c'est plus que c'était. Et puis il se retrouve sans son gros marteau dans la merde, prisonnier. Pendant que Kate Blanchett, elle, fait encore plus de merde. Il devra alors toujours en tant que prisonnier affronter... Et ce sous les yeux d'un Jeff Goldblum encore plus sexy que dans mes souvenirs. Ah ouais, et ça sort en octobre. Bon alors je disais donc Star Wars 8, c'est un teaser qui a mis du temps à débarquer et que Disney a enfin décidé de dévoiler à l'occasion du Star Wars Celebration qui s'est tenu du 13 au 16 avril à Orlando. Bloom. Merci, c'est rigolo. Alors qu'est-ce que cette première bande-annonce nous montre? Eh bien, rien. Mais attention, hein, rien du tout. Voilà. Mais sérieusement, cette première BA ne nous apprend pas grand chose qu'on ne savait pas déjà sur l'histoire. Et c'est logique quand on y pense, quand on connaît le goût du réal Rian Johnson pour le mystère. La seule chose un peu étonnante que nous avons remarqué, c'est la composition de ce teaser qui se rapproche énormément aux premières bandes annonces de Star Wars 7 en 2015. Ouais, ils sont pas allés chercher très loin. Par contre, ce qui a fortement intrigué les fans, eh bien c'est notamment la réplique finale de Luke Skywalker. Time for the Jedi to end. Évidemment, nombreuses sont les spéculations là-dessus, mais ce qui revient le plus, c'est l'idée que Luke ne voudrait pas simplement finir avec les Jedi, mais aussi avec les Sith, pour en quelque sorte créer un nouveau mouvement en mélangeant le côté obscur et le côté lumineux de la Force. En gros, Luke c'est un centriste quoi, à tous les coups il va voter Macron lui. Parce que c'est notre projet. Et en parlant politique, alors justement on va peut-être pas parler des présidentielles parce que de toute façon on n'a pas fini d'en bouffer, donc non, parlons plutôt de cette bonne vieille Corée du Nord, ou devrais-je dire, cette bonne vieille République populaire démocratique de Corée. Et oui, car en ce moment, entre Kim Jong-un et Donald Trump, c'est le bordel. La raison du conflit? Eh bien, Trump aurait refusé de prêter son... Bon non, sérieusement, apparemment la Corée du Nord se serait amusée à tester ses jouets en effectuant des tirs de missiles qui auraient échoué un peu trop près du Japon. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Trump a donc immédiatement décidé de déployer FISA dans le Pacifique Ouest, une putain d'armada composée de un porte-avions, deux destroyers et un croiseur lanceur de missiles, le tout chargé. Je suis chargé à bloc. Les rumeurs disent même que les États-Unis iraient jusqu'à envoyer la famille Kardashian à Pyongyang si la Corée ne se calme pas. Tout ça serait donc une simple mesure de précaution d'après Trump, mais qui est plus vécue comme une tentative d'intimidation par la Corée du Nord. Il faut dire qu'après les récentes interventions éclairs des States en Syrie et en Afghanistan, où Trump avait quand même décidé de balancer la bombe la plus puissante en dehors des bombes nucléaires, eh bien il est clair que Trump a la main chaude, pas de quoi apaiser les tensions du coup, puisque Kim Jong-un a clairement fait savoir dans la foulée que si les USA mènent une provocation imprudente contre nous, nous répondrons à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par notre style de guerre nucléaire. Des déclarations sérieuses donc qui ont pourtant beaucoup été détournées sur internet, ce qui est assez logique quand on connaît le retard technologique de la Corée, appuyé notamment par le fait qu'ils sont même pas foutus de lancer leurs missiles correctement, comme on peut d'ailleurs le voir sur ces images top secrètes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a ici un vrai combat de coq. Je n'aime pas les combats de coq. Et visiblement, la Chine non plus n'aime pas trop ça, puisqu'elle a un petit peu essayé de jouer les Pascal le grand frère avec l'aide de la Russie. Bonjour, je suis Pascal. Donc vous allez vous calmer? Pour tenter d'apaiser les choses. Et ce, notamment lors de la visite du dirigeant chinois aux USA. Est-ce que ça sera suffisant pour vraiment calmer les choses et éviter une troisième guerre mondiale? Je sais pas. Mais ça, heureusement, on peut le savoir grâce à ma super machine à voir dans le futur. Alors voyons ça. Merde. Allez, on se détend avec une nouvelle beaucoup plus cool. Une nouvelle dont vous n'aurez probablement rien à foutre si vous n'êtes pas né dans les années 80-90, puisqu'il s'agit du retour des... Alors petit cours de rattrapage pour les plus jeunes d'entre vous qui ne comprendraient pas du coup l'effervescence autour du toc. Alors avant, dans un temps préhistorique, les enfants regardaient la télé, notamment les dessins animés. Mais le truc c'est qu'avant qu'on puisse simplement taper le nom du programme qu'on voulait voir sur internet, eh ben il fallait qu'il y ait une émission qui les présente ces putains de programmes. Et certaines le faisaient de manière très cool, comme Sa Cartoon, le dimanche soir, mais aussi F3X, le choc des héros. ou encore le...
les années 90. Et donc, les Minicoms, c'était avec le Club Dorothée, la grande émission jeunesse de l'époque. Le concept, c'était de mettre en scène des marionnettes parodiant des célébrités de cette période, telles que Antoine Decaune, Vanessa Paradis, Nagui, Josiane Balasco, Johnny Hallyday ou encore MC Solar. C'est avec les Minicams, goûte ta chance. Et justement, le programme était notamment réputé pour les quelques chansons qui en ont découlé, dont la plus connue est certainement Ma Mélissa. Chanté dans un style parodiant les boys bands de l'époque, et qui est un putain de tube quand on y pense. Et ouais, disque d'or en 1997 quand même. Mes condoléances au passage à toutes les Mélissa de cette année. Bref, tout ça pour dire qu'ils reviendront donc sur France 4 vraisemblablement, et ce, dès la rentrée prochaine. Alors je ne sais pas si c'est aussi bien que les Minicoms, mais on va continuer à parler musique avec un sacré événement puisqu'il s'agit du retour d'un putain de rappeur, à savoir... Non mais putain, faut arrêter de déconner avec Joel. Ça fait 3 vidéos que ça dure et j'en ai plein le cul parce que chaque fois du coup je me retrouve avec ces musiques dans la tête toute la journée et je peux vous dire que ça me casse les couilles. L'événement en question, c'était donc la sortie d'un nouvel album de Kendrick Lamar. Et oui, le rappeur de Compton est donc revenu cette année avec son 4e opus pour poser ses grosses burnes sur le front du rap game. Image non disponible. Un album très solennellement intitulé Damn. Damn donc, et qui, un peu comme c'est l'habitude avec Kendrick, a laissé les critiques et le public en PLS. Tiens, PLS d'ailleurs, ça ferait un bon nom de groupe de rap avec cette mode des groupes en 3 lettres. PLS représente... On met les gens en PL. Ouais non, je vais arrêter ça tout de suite. Alors la particularité du projet, c'est surtout le fait qu'il a été composé dans l'urgence. Une urgence créative motivée par l'élection récente de Donald Trump et par les problèmes toujours constants de la communauté afro-américaine. Kendrick a donc sorti son flow le plus rageur et ses lyriques les plus deep pour en découdre avec son monde tout en gardant son côté sale gosse insolent de petit surdoué du rap qui lui va si bien. Mais cela dit, notre homme a tenu à faire les choses en douceur car il en faut un petit peu aussi des fois. Et a donc invité Rihanna sur un titre, mais également U2 et Maître Gims. Une erreur est survenue lors de la dernière phrase. Bref, résultat, un putain de projet multifacette que Kendrick est ensuite allé défendre sur la scène du festival Coachella, qui se situe comme toujours dans... la Californie. Bon allez, c'est parti mon kiki pour les sorties du mercredi. Alors au programme cette semaine, eh bien notamment la sortie de Life Origin Inconnue, un film de science-fiction américain avec Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal, je sais jamais comment on dit, et Valérie Trierweiler. Non pardon, Rebecca Ferguson. Mais sérieux, y a un petit truc. Allez, on enchaîne. Soit l'histoire de la découverte sur Mars par un groupe d'astronautes de la Station Spatiale Internationale d'une putain de forme de vie. Et alors qu'ils ramènent le machin de Mars dans la station pour mieux l'analyser, voilà que le bordel se met à devenir menaçant. Ça va, c'était qu'un bras. Bref, vous l'aurez donc compris, le film bascule rapidement dans l'horreur. Tiens, c'est curieux tout ça, ça me rappelle un autre film. Mais oui, Alien bien sûr, le putain de classique de Ridley Scott, dont la recette continue décidément de faire pas mal d'émules dans le cinéma de SF. Oh, arrête de faire ça, tu sais bien que ça sert à rien dans l'espace, personne ne t'entend crier mon gars. Une référence assumée à 100% par les scénaristes du film, qui sont d'ailleurs pour la petite anecdote Paul Wernick et Rhett Reese, qui étaient notamment les scénaristes de Zombieland, mais surtout dans lequel on trouvait déjà Ryan Reynolds. Et pour continuer dans les similitudes, notons aussi celle avec le récent Gravity, pour tout ce qui est du traitement ultra réaliste des séquences spatiales et le côté survie en mode oh putain je dois rentrer sur Terre. Bon alors après, est-ce que Life Origin Inconnue vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est juste un petit amuse-gueule servant à préparer le terrain avant le retour de la saga reine Alien de Papa Ridley dans un mois? Eh bien j'en sais rien, je suis pas allé le voir moi ce film. Alors je vais demander à mon pote Vin. Hey Vin, le film là, tu penses qu'il vaut le coup? On s'en branle. On passe à présent à l'actu de Botch, juste après une déclaration pleine de bon sens. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors cette fois dans cette partie, il y avait notamment la question de Elderline. À savoir, combien de putain de bordel de temps vous mettez pour faire une vidéo? Et bien en tout cas pour les Botch Actu, moins d'une semaine, car forcément dans Botch Actu, il y a Actu. Nous devons donc attendre que les Actu tombent afin de pouvoir les traiter, ce qui nous pousse à écrire nos vidéos le week-end et faire le montage en début de semaine. Nous faisons donc ces épisodes en moyenne en 4 jours. En tout cas ce n'est pas toujours évident, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils arrivent souvent En retard. Ouais bon ça va, on a compris. Sinon Game Drake ou Drake, je sais pas, nous demandait, je ne suis pas sûr d'être au bon endroit, mais est-ce que
quelqu'un sait où trouver les sous-titres de l'épisode 3 de la deuxième saison de Desperate Housewives? Ben bien sûr, aucun problème, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et tant qu'à faire, tu y trouveras même l'épisode en question. Cool, hein? Bon, par contre, les sous-titres sont en polonais. Et l'épisode en allemand. Et avant de se retrouver la prochaine fois, on se quitte avec Eric Lang, qui nous dit « Je n'ai jamais vu une chaîne aussi infecte et dégoûtante, pire qu'un bol de vomi ou qu'une décapitation à la brosse à dents électrique. » Eh bien dis-moi Eric, t'en connais beaucoup des chaînes infectes et dégoûtantes qui utilisent les minicoms en générique de fin? Oui, j'en connais plein. Ah, merde. Bah alors tu vas peut-être pas trop aimer ce qui va suivre. Mélissa, non ne pleure pas. Wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle. Tu me donnes des ailes. Et non, il se passe rien.